prier. Je vous invite à vous agenouiller pour la prière. Seigneur, nous te remercions de nous avoir permis de restaurer et spirituellement aussi. Et nous allons continuer à étudier ensemble autour de cette transcription, retracer la puissance du dragon, que tu nous permettes d'être éveillés, d'être réactifs et de pouvoir participer, et qu'afin que nous puissions progresser dans notre étude et dans notre compréhension. Te remercions et te demandons toutes ces grâces au nom de Jésus. Amen. Donc, depuis ce matin, avec moi, nous faisons une révision. Nous sommes toujours dans la révision. Nous sommes toujours dans les pages 1 à 14 qu'on fête déjà pendant plus de 7 heures environ. Sophie, Natacha et Elisa. Avec moi, donc, ce matin, on en a eu pour un peu plus de 2 heures et cet après-midi, pareil. Et la transcription ne sera pas finie. En principe, samedi 19, en principe, si tout est bon, c'est Marilène qui prend la suite et qui répondra, donc, qui finira cette transcription avant qu'on passe à une autre transcription, les péchés du pays glorieux, du moins le péché du pays glorieux. Oui, Marilène, bien sûr, vous connaissez Marilène. Elle ne peut pas faire une présentation en une fois, comme moi-même. Il lui faut plusieurs sessions, donc elle aura 2 sessions. Donc, pour résumer ce qu'on a vu depuis ce matin, on est toujours dans la même thématique, retracer la puissance du dragon. Et pour ce faire, nous avons donc été dans Apocalypse 12, mais notre point d'ancrage, c'est donc Apocalypse 12, pour ensuite essayer de comprendre pourquoi nous disons qu'en 1798, nous avons à la fois le 6e royaume et le 7e royaume. Nous avons terminé donc la 2e session sur l'identification de la terre. Et pour comprendre pourquoi la Terre c'est les États-Unis et pourquoi le dragon s'y retrouve aussi. Donc on a basé notre argumentation sur Apocalypse 12, 16 et 17, mais également sur les textes d'Ellen White et Daniel 2. Ensuite, nous sommes retournés dans un article, l'article d'Ed Price du 14 mars 2025, dans lequel il nous dit que l'ascension de Trump marque la fin de l'ère progressiste aux États-Unis, et quelqu'un avait dit, on aurait pu dire, marque la fin du 6e royaume aux États-Unis. Pourquoi ? Tout simplement pourquoi ? Parce qu'il nous dit qu'il souhaite que les États-Unis soient la nation la plus dominante qu'il ait existé sur la terre, mais c'est que Trump, qu'est-ce qu'il veut faire ? Il veut prendre donc les fondements même des États-Unis, ce qui représente l'ADN des États-Unis, donc la déclaration d'indépendance et la Constitution, et les opposer, les séparer, alors que ces 2 documents, l'esprit de prophétie et l'histoire, nous montrent que c'est ce qui constitue l'essence même des États-Unis qui font que les États-Unis sont qualifiés de ce nouveau monde. Donc, une nation, c'est quoi ? On rappelle, donc on va regarder à la slide, je n'ai pas le numéro, donc la diapo qui est affichée, là, qui est affichée. Donc, on nous dit qu'une nation, c'est un groupe de personnes ayant une même identité, culture, langue commune, d'accord ? Et un État, c'est une entité gouvernementale régie donc par des lois. Et on voit que ces 2 caractéristiques qui forment l'ADN des États-Unis, Donald Trump et son parti veulent les donc séparer, les opposer. Et qu'est-ce que ça va créer ? Ça va créer un clash, ça va créer une opposition, ça va créer une discrimination. Et la question qu'on s'était posée
avant la clôture de la deuxième séance. Maintenant, on prend le board, le tableau. On voit que, je vous ai posé cette question, pourquoi cet article est-il important et pourquoi, surtout, comment Trump s'y prendra-t-il pour mettre un terme à cette ère progressiste aux États-Unis? Vous m'avez donné plusieurs réponses. Donc, on a vu 2014 à 2024 la purge des centristes du Parti républicain, la Cour suprême à dominante républicaine et conservatrice, la manosphère, le Tea Party, Steve Bannon, qui veut aussi, qui a fait une œuvre conjointe avec Stephen Miller et Jeff Sessions, d'accord, notamment pour la purge, mais aussi pour la fausse information, la désinformation sur les multimédias, d'accord, le populisme ambiant et la progression ou l'intégration des groupes d'extrême droite au sein du Parti républicain. Donc, ces réponses répondent à quelle question? Comment Trump va-t-il s'y prendre? Donc, moi, j'avais aussi noté, Natacha veut parler, qu'est-ce qu'un... Vas-y, termine. Donc, j'allais montrer aussi une liste de réponses communes et différentes de celles que vous avez notées. Mais je te laisse intervenir avant. Après, moi, je n'ai pas une liste. Moi, ce que je voulais dire, c'est que tout à l'heure, tu nous as mis l'article et la question, c'est comment il va faire pour s'y prendre par rapport à cette ère progressiste. Et si on devait caractériser l'ère progressiste, nous, on avait déterminé que c'était toutes les mesures qui avaient été prises en faveur de l'égalité, les droits des femmes, avec les 3 mouvements. Donc, la notion de reconnaissance... Quand tu dis 3 mouvements, peut-être qu'on ne te suit pas. De quoi tu veux parler? Eh bien, je parle du mouvement de la deuxième vague du féminisme, je parle du mouvement des droits civiques, et je parlais du mouvement des droits des LGBTQ. Et c'est ça qui a... permis aussi au 6e royaume de progresser, d'être dans une ère progressiste. C'est quand elle a été dans l'égalité de droits envers les minorités. Donc, si je comprends bien par opposition contraste, il va aussi s'attaquer à ces 3 mouvements en mettant en place des actions. Si on reprend ta liste, en mettant en place des actions pour favoriser la manosphère contre les droits des femmes. Ensuite, contre l'extrême droite par rapport aux autres, les étrangers ou les personnes de couleur, d'ailleurs on l'entend, et puis contre les droits des LGBTQ. D'accord. Alors, oui, David, merci pour ce complément. Donc, la question c'est... Comment Trump s'y prendra-t-il pour, si on revoit la diapo, comment Trump s'y prendra-t-il pour mettre un terme à l'ère progressiste aux États-Unis? Parce que s'il fallait nommer cette ère progressiste, Natacha nous ramène dans les années 1960. Les droits civiques, après la vague, de la seconde vague du féminisme, suivi donc des droits pour la communauté LGBTQ. D'accord? Et toi, qu'est-ce que tu voulais ajouter? Alors, c'est juste pour compléter, il va utiliser donc des lois et des décrets. Donc, s'il utilise des lois et des décrets, donc ça veut dire qu'il va utiliser aussi les branches judiciaires et législatives. Alors, il va utiliser... Donc, on va dire donc, les 3 branches, parce que lui, il a déjà la branche exécutive. Et on voit comment il parle justement par rapport à la branche exécutive, donc il va utiliser. Donc, est-ce que, et là, ça nous ramène à l'une des études faites par Natacha, je crois que c'était l'année dernière, sur les 100 jours, non, début d'année, les 100 jours de l'administration Trump, et les différents décrets qu'il avait promulgués, qu'il avait signés du moins,
lors de son investiture le 20 janvier. D'ailleurs, j'en profite pour dire, cette étude, nous allons la poursuivre la semaine prochaine au Sabbat Nature, mais ça ne sera pas enregistré. D'accord? Donc oui, par des lois et des décrets, mais principalement les décrets. Mais il y a une loi, Natacha, on va y revenir. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? Sophie? Sophie, après on va lire la liste. Après, c'est pas une mention de quelque chose de particulier, mais il le fait aussi en divisant l'Amérique. Je trouve que ça illustre bien, du coup, l'article de Ted Price. Oui, mais à ce moment-là, son but, c'est de diviser l'Amérique. Mais comment? Ça sera par tout ce qui a été énoncé. Tu es d'accord ou tu veux ajouter autre chose? Parce qu'en mettant fin à l'ère progressiste, il divise l'Amérique. Alors, moi, je trouve que c'est aussi un moyen, en divisant l'Amérique, d'atteindre ses objectifs parce que, forcément, dans tout ce qu'on a cité, on voit clairement s'opposer un extrême à l'autre population. C'est-à-dire qu'il est en train de travailler au bénéfice, mais que d'une partie des États-Unis. Tu vois là. Donc, divisant l'Amérique, et c'est ce qu'on voit dans les infos. Donc, tu as un groupe. Donc, il faut reprendre les termes de populiste, la rage populiste, qui serait pour nous, le yokisme. C'est comme ça qu'ils l'appellent dans nos articles qu'on voit. Donc, ils sont contre ce yokisme. Et on a les autres personnes, on va dire, l'autre catégorie du peuple qui est pour l'égalité. Et je crois que c'est ce matin, je crois que j'ai lu sur le forum des scientifiques par rapport au 4 juillet, je crois que c'était hier, le 4 juillet, la fête de l'indépendance aux États-Unis, qui, eux, ont voulu faire passer un message, mais un message sur justement toute cette ère progressiste qui a eu lieu aux États-Unis, sur les droits humains, etc., et qui rappelait que l'origine des États-Unis, c'était cette mixité et c'était aussi la défense de ces droits et le maintien de ces droits humains. D'ailleurs, dans son discours du 4 juillet, il a cité le fait qu'on ne pourrait plus déboulonner les statues. Oui, il n'a pas dit comme ça. Je crois qu'il a dit si on touche. Parce que quand on l'a écouté, Maurice et moi, ce matin, si vous touchez à une statue, vous aurez une peine d'emprisonnement 10 ans. Et Maurice, il m'a dit, qu'est-ce qu'il a dit là? Et je lui ai dit, oui, si tu touches à une statue, donc s'attaque délibérément et frontalement au yokisme, puisqu'on était contre l'érection des statues des personnes qui avaient soutenu justement l'esclavage ou autre. D'accord? Donc, on est vraiment dans cette guerre culturelle qu'on voit. Donc, merci pour votre participation. Donc, moi, voilà ce que j'ai noté. Et j'ai pris essentiellement des points que l'ancienne Thierry présente. Pourquoi j'ai pris ces points-là? C'est pour que... Mon micro? C'est pour que... Ça va? C'est pour que lorsque nous allons écouter les présentations, que comme on en a parlé ici, ça puisse nous faire écho. D'accord? Donc, on va regarder à la slide, je ne sais pas combien, mais qui s'intitule toujours « Comment Trump s'y prendra-t-il pour mettre un terme aux années progressistes de l'Amérique ?» Et donc, là, c'est moi qui mets cela. Donc, dans le contexte de la LD, il nous faut le comprendre, car ce sont les événements que nous voyons aux infos. Et parfois,
On entend beaucoup de choses, mais on n'arrive pas forcément à connecter. D'où l'intérêt de partager ensemble. Ce que nous voyons, donc, ce n'est qu'une répétition et élargissement de ce qui s'est passé dès la naissance des États-Unis en tant que sixième royaume. D'accord? Donc, on est en 1798. Donc, nous avons de 2014 à 2024 la purge des centristes du Parti républicain, ça vous l'aviez dit. Et quelqu'un a parlé là de loi et de décret. David vient de nous le dire. Et une des lois qu'on assiste là depuis quelque temps, la mise en place d'une loi, est-ce que vous savez c'est laquelle? Parce qu'il n'a pas vraiment voté de loi là. Je crois que l'une des premières lois qu'il a votées, c'est la loi qu'il appelle sa grande et belle loi sur le budget. Je crois que c'est l'une de ses premières victoires législatives. Si je ne m'abuse, si je me trompe, corrigez-moi. Mais par contre, il a déterré une loi, et Natacha nous en a parlé vaguement. Est-ce que vous savez de quoi il est question? Muriel, tu souris. Tu veux dire quoi? Marilène, c'est toi qui dis? Qu'est-ce qui parle? La loi qu'on entend là, même si on ne la connaît pas, mais on n'entend que ça. Qu'est-ce qu'il est en train de faire avec les étrangers? Voilà, c'est la loi, c'est Alien and Sedition Act. Donc c'est la loi sur les étrangers et la sédition. Et que dit cette loi? Cette loi dit quoi? En fin de compte, cette loi, c'est une loi qui a été créée donc, dès la naissance des États-Unis. Hein. On la retrouve en 1798, il y en avait 4. Il y en a 3 qui ont expiré, mais la 4e, les démocrates l'ont laissée. Et c'est là où, quand on prend la ligne d'acte 27, on se dit, là, les démocrates n'ont pas vraiment rempli leur mission de protéger le peuple et de le défendre, parce qu'ils ont laissé une telle loi en place, en vigueur. Et cette loi, elle dit que si, et c'est vraiment l'exécutif qui a le pouvoir de le juger, donc c'était déjà en 1798 avec John Adams qui avait pris cette loi contre les Français et les Irlandais parce qu'ils élevaient leur voix contre lui, contre sa politique, d'accord? Et pour les empêcher de voter et les empêcher de dénigrer sa politique, il les renvoyait chez eux. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, Donald Trump, qu'est-ce qu'il fait avec cette loi? Il a déterré cette loi et qu'est-ce qu'il dit? Micro. Cette loi, c'est quand... Vas-y, ma Natacha. À partir du moment où les étrangers sont considérés comme une menace, ils ont le droit de les renvoyer en dehors des États-Unis. Voilà, cette loi, si le gouvernement considère qu'il y a une invasion, et le terme il est fort, qu'il y a une invasion dans le pays d'étrangers, il a le droit de sortir cette loi et d'arrêter cette invasion et de renvoyer les envahisseurs chez eux. Et c'est exactement ce qu'on voit. Et quand on retourne à la CNR du 18 juillet 2024, le nouveau programme des Républicains marquait cette volonté de renvoyer des milliers d'étrangers dans leur pays. Et c'est cette politique que Donald Trump est en train de faire en sortant cette loi contre les étrangers et la sédition, en invoquant ou prétestant une invasion des étrangers sur le sol américain qui mettrait le pays en danger. Donc là, il est dans le cadre légal, vous voyez? Et c'est pour ça qu'on a toujours dit, la LD, on ne va pas modifier la Constitution. La Constitution ne va pas être modifiée, mais c'est comment on interprète la loi. Et ça, c'est quelque chose qu'on a appris depuis 2020 et qu'il nous faut garder à l'esprit. Il ne faut pas qu'on s'attende. C'est vrai que notre bagage adventiste nous disait que la Constitution sera modifiée, annulée et modifiée. Non, la réalité nous montre qu'on avait raison. La Constitution ne sera pas modifiée, mais c'est comment on interprète cette Constitution, d'où notre terme, l'originalisme. D'accord? Donc on revient
à 1798. Et c'est pour ça, ce matin, David, je te disais que ce qui se passe en 1798 et ce qui se passe aujourd'hui, si on les compare et les contraste, on voit que c'est quasiment la même chose. D'accord? Donc, il y a donc, comment il va s'y prendre pour mettre fin à ces années progressistes, alors qu'on sait que les États-Unis, c'est une terre d'accueil. Ça a accueilli les gens de l'Europe, mais aussi du Mexique et d'autres contrées, les Chinois, etc. C'est en sortant cette loi. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? On va voir qu'ils vont mettre en place ce qu'on appelle la stratégie des circonscriptions. Donc, quand vous allez, je pense que vous avez déjà écouté les transcriptions de l'ancienne Terry où elle en parle, mais là, vous pourrez peut-être vous rappeler ou mieux comprendre ce qu'elle disait. Donc, pour pouvoir prendre le contrôle du Parti républicain et créer donc créer ce nouveau parti, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donc non seulement purgé les centristes, mais aussi ils ont encouragé la base républicaine à prendre en place des postes, à prendre des postes dans les villages, dans les petites villes, dans les écoles, etc., etc. À prendre les postes vacants des circonscriptions ou des villages ou des petites villes pour que vote, puisque eux après peuvent élire leur propre représentant qui va être également au collège électoral et aussi qui va faire partie de la convention républicaine pour pouvoir voter. Donc, c'est tout un engrenage politique bien ficelé qui commence à la base pour pouvoir prendre le contrôle par voie légale du parti républicain. Dans quel but? Afin de mettre un terme au ce qu'ils appellent yokisme, à tout ce qui est l'égalité, les minorités, etc., mais aussi pour pouvoir mettre en place leur idéologie. Est-ce que jusque-là c'est clair? Parce que là, je suis en train de parler. Je ne sais pas si ça vous parle, ce que je vous dis dans ce que vous avez écouté. Oui? Donc, c'est vraiment quelque chose de légal, c'est quelque chose de politique, mais de longue haleine. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on entend encore aujourd'hui? Il y a eu récemment encore sur les échanges commerciaux entre les pays. Qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce qui se passe, par exemple, avec l'Europe, les États-Unis, la Chine, les États-Unis, avec le commerce? Tu parles des droits de douane? Les droits de douane. Quand on fait une comparaison et contraste, tableau. Ça, je réponds un peu à David de ce matin. Je réponds, je fais une question de coup. Donc, on a la loi sur les, je vais mettre étrangers et sédition, qu'on retrouve en 1798 et qu'on retrouve aussi chez nous. D'accord? Donc, on fait un peu une comparaison-contraste. On retrouve aussi les droits douaniers ou tarifaires, je ne sais pas si ça se dit, au niveau de 1798, dans ses relations internationales avec la France notamment, et on les retrouve aussi ici. Les droits tarifaires, c'est quelque chose de sensé, hein. Mais là, vous avez bien vu que c'est disproportionné. Je crois que c'est monté jusqu'à 145% pour la Chine, non? Hein? Voilà. Donc, on voit que c'est quelque chose de bien qui devient mauvais, en fin de compte, dans l'application. Si on revient, on est toujours sur la question, comment Trump s'y prendra-t-il pour mettre un terme à l'ère progressiste? On retourne dans le slide.
L'unitéralisme, ça vous fait penser à quoi? Make America Great Again. OK? Donc, est-ce que vous pensez que l'unilatéralisme a commencé en 2024-2025? Non. Là, je ne saurais pas vous dire quand est-ce que ça a commencé. Mais toujours est-il que ça a commencé bien avant. Nous, on peut le marquer en 89. En 1900, tu voulais dire, Natacha? En 1989, on peut le marquer. Mais est-ce que tu penses qu'on peut le marquer bien avant, au commencement du 6e royaume? Vas-y. Ben, déjà que tu l'as dit, l'unilatéralisme, on peut le placer, on en a parlé samedi, il y a 2 sabbats de ça, en 1989. Mais David disait comme quoi on pouvait le placer avant. Parce que... Ouais. Lorsque les États-Unis commençaient à être capitalistes, ont commencé sur la scène mondiale, en fait, à... Alors oui, Un j'allais petit peu te dire, avant. c'est 45 alors. Ouais. Pourtant, je sais pas, je me rappelle. Oui, parce que si c'est ça, parce que la guerre du capitalisme versus le communisme, c'était après la Deuxième Guerre mondiale, en 1945. Oui, Mais est-ce que, même si c'est là qu'on l'a vu en pratique, ma question c'est, est-ce que l'État unilatéraliste d'être cette grande puissance n'existait pas avant? Avant 45. Moi, je ne sais pas, donc je pose la question. Je pense que c'est Robert. Je pense qu'on le voit plus après 1989 avec la chute de l'Union soviétique où maintenant il n'y a pas les deux grandes puissances, où les États-Unis se retrouvent tout seuls. Hein. À ce moment-là, ils développent avec George Bush un esprit unilatéral. Au début, même si on parle des États-Unis en 1798, c'est pas encore une nation puissante. Hein. Ils sont là à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils ne dominent pas encore le monde. C'est encore l'Angleterre et la France qui dominent. Ok, je te remercie, Robert, pour ton intervention. Donc, alors, si on est d'accord, on peut mettre cet unilatéralisme, on va dire, donc au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Qu'on voit bien à partir de 89, dans le conflit le roi du Sud et le roi du Nord. Ok ? Donc c'est un terme, l'unilatéralisme, que dans la prochaine transcription dont on va beaucoup parler. Hein. Ensuite, on parle de suppression des droits humains. Donc là, dans vos réponses, vous me l'aviez aussi mentionné. Dans les 3 mouvements, hein, on va mettre 3 mouvements qu'on rappelle: droits civiques, féminisme et LGBTQ, d'accord. Et moi j'ai mis le culte de la personnalité. On en parlait, j'en parlais, c'est avec toi, j'en parlais cette semaine, oui. Le culte de la personnalité, si on enlève Donald Trump de l'échiquier, je crois qu'il ne reste pas grand-chose. C'est vraiment lui qui retient tout, quoi. Le personnage central, c'est vraiment lui. Et il y a tout un culte de la personnalité à son encontre. Et rappelez-vous sa tentative d'assassinat déjà en 2016. On le qualifiait comment? Cyrus. Ah, Cyrus, c'est un type de Christ, d'accord? Donc déjà là, en 2016, on le considère donc comme un type de Christ. Donc Cyrus, toi tu dis sauveur.
Pourquoi je dis sauveur? Et pour type de crise, ça va être notre langage à nous. Je ne sais pas si tu te rappelles Non, je ne me rappelle pas Tu du te tout. rappelles pas, à l'école des prophètes, on avait lu justement un article et les Ouais. journalistes comprenaient que Cyrus était un type de Christ et D'accord. que c'était, le symbolisme, c'était Trump-Christ. Parce qu'aux yeux des Américains, c'est clair que Cyrus venait les délivrer aussi. Aussi, Et, voilà. et donc, eux, ils ont compris que Trump venait les délivrer de... C'était quoi le terme? Pas des péchés des démocrates, mais presque ça, quoi, en fait. D'accord. Hein? Tu dis, Des Rosemary? Vas-y. Attends le micro. C'est Rosemary qui voulait parler. Non, je parlais il parlait d'immoralité. Oui, Parce qu'il disait qu'il y avait beaucoup de choses qui se faisaient, les conservateurs, hein, des protestants conservateurs, par rapport à l'immoralité. Trump venait parce que Trump disait qu'il était croyant. tout à fait. Et si bien qu'il disait qu'à cause de cette immoralité ambiante dans le pays, ils avaient obtenu le jugement de Dieu par l'effondrement des tours en 2001, l'attaque terroriste. Oui, quelqu'un peut parler, Muriel? Non, ok. Donc du coup, le culte de la personnalité, en 2007, on qualifie Trump de Cyrus. Et ensuite, avec sa tentative d'assassinat, il me semble que c'est le 13 juillet. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben oui. Il a dit quoi? We fight, fight. Ça prouve que, quoi qu'il arrive, il est un peu intouchable. Il est vrai, Dieu a vraiment mis sa main sur lui pour le protéger. Donc son culte de personnalité grandit de plus en plus avec les différents événements négatifs qui se produisent dans sa vie. Si on parle des procès, qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qui a été dit sur les procès? Il en a eu 4. Sur les 4, combien, pour combien il a été inculpé? 1, puisque c'est notre formalisation du message. Rappelez-vous, le 30 mai, 30, on parle de 31 mai, le procès, l'affaire Hush-Monet. Hush-Monet, l'affaire des pots de vin avec la prostituée pour laquelle il a demandé à racheter le silence. En fin de compte, sur les 4 chefs d'accusation, il n'y en a eu qu'un seul. Hein, et où il a écopé d'une peine. Et pendant ces affaires judiciaires, qu'est-ce qu'on a vu? Comment s'est comporté le Parti républicain? On a vu les images, c'était posté sur le forum, je ne sais pas qui l'a posté, mais comment on a vu? Il avait toute sa garde républicaine, J.D. Vance en avant et tous les autres, autour de lui, habillés pareil pour le soutenir. Donc, quand on l'a arrêté, qu'est-ce qu'il a fait? La casquette avec le t-shirt. Vous vous rappelez? Tous ces événements, tous ces événements qu'une personne, je dirais, lambda, qui n'a pas peut-être une équipe de com aussi poussée et aussi bonne que la sienne, même si c'est dans le mauvais sens, mais il faut reconnaître qu'ils sont bons parce qu'ils prennent un fait divers ou quelque chose de mauvais qui aurait coulé n'importe quel politicien, ils le prennent et en font de l'argent, des millions, et redorent le blason de la personne incriminée. Et ça, c'est pas n'importe quoi. Même si c'est mauvais, mais il faut reconnaître que l'outil de communication qui est derrière fait tout pour que l'image Trump soit toujours en premier et que soit toujours adulée, adorée. Et ça marche. Oui, Gérard. Pendant de nombreuses années, Trump, il a passé sur des chaînes de télévision où il faisait la une. Oui, donc Fox News. Et tu parles de Fox News ou une autre chaîne? Parce que moi, dans ce que tu me dis, je pense à Fox News.
Oui, ben, je pense oui. Ok, d'accord. Donc, et une dernière chose, un dernier élément, c'est la première convention de la manosphère aux USA. Donc, c'est aussi en 2014. Donc, ce sont des événements qui nous montrent à quel point le septième royaume devient de plus en plus visible dès la première loi du dimanche. Parce que nous savons qu'il y a sur la ligne 4 lois du dimanche. Vous me les rappelez? Alors, 4 lois du dimanche. 2014, c'est la première. Ensuite, on a 2019 pour les Lévites. Ensuite, 2021 pour les Nétiniens. Et on a 2024, la quatrième, pour les 144 000. Donc, la loi du dimanche, sur les lignes, c'est aussi un point, une période. Et on voit que quand on sait où regarder, pour voir de plus en plus la formation du septième royaume, même si on a dit qu'on le plaçait, on reprend le diapo, même si on a dit qu'on le plaçait donc en 1798, mais nous, on se focalise sur notre dispensation, 1989 à la deuxième venue, parce que c'est à ce moment-là que pour nous, c'est de plus en plus visible. Donc ce septième royaume avec tout ce qu'on a listé, vous et moi, c'est ainsi que ça nous permet de comprendre cet article d'Ed Price du mois de mars qui nous dit que l'ascension de Trump marque la fin de l'ère progressiste aux États-Unis. Donc quand on regarde les informations, on va mieux comprendre, en tout cas en ce qui me concerne, moi, cet exercice m'a permis de mieux comprendre ce qui est en train de se passer et comment il met en place les choses pour effacer tout ce progrès et pour que le septième royaume soit vraiment mis en place de plus en plus son programme. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des remarques par rapport à ce point? Ben, la technique. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des remarques par rapport à ce point? Là, ce que j'ai voulu faire, un focus sur ce que Sophie, Elisa et Natacha ont présenté par rapport à l'article d'Ed Price. Pourquoi cet article est-il important pour nous? Parce qu'on est resté plus de 5 heures dessus. Pourquoi Trump, le journaliste dit que Trump, il veut séparer la nation de l'État. Et nous, maintenant, ce qui nous importe, c'est de comprendre le processus de séparation. Comment Trump va-t-il s'y prendre pour séparer l'équilibre de la nation avec l'État? Un État de droit, un État constitué de lois et de respect et d'égalité. Comment il va s'y prendre? Nous, c'est ce qui nous importe en tant qu'étudiants de la prophétie, voir la progression. Je voulais juste ajouter, cette semaine, j'écoutais Europe 1 et justement, il disait que les conservateurs étaient réjouis par rapport au fait qu'ils ont construit une prison de 5000 places dans les Everglades. C'est-à-dire les Everglades, c'est un endroit où il y a c'est un marécage. Et en plus, l'une des adeptes de Trump disait que comme ça, si les migrants, en fait c'est pour les migrants, et s'ils essayaient de fuir, ils seraient mangés par les crocodiles. Des alligators. Alligators Et les serpents et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est juste, dans la partie suppression des droits humains, c'était juste pour souligner ça. Ok, merci. Merci. Pardon tu peux répéter, on t'a pas entendu? Le lien que David a dit, il est sur Eden Info depuis le vendredi, je crois. D'accord, ok, on va regarder. Merci. Moi, je voulais juste
En fait, je suis marquée par l'aspect prophétique et la méthodologie dans laquelle cette histoire nous ramène, les 10 ans de préparation qu'on retrouve dans les différentes histoires. On voit aussi l'enseignement de Tess qui nous disait comme quoi à un certain On moment... peut mettre le board, s'il vous plaît? On peut mettre les 10 ans de préparation, mais aussi l'enseignement de Tess qui nous disait qu'à un certain moment, il allait devenir dictateur. Et tout ce qu'on a vu en préparation, ça donne... Aujourd'hui, c'est sous nos yeux et ça prend tout son sens. Oui, exactement. Alors, sur Zoom, est-ce que vous voulez faire une remarque ou poser une question? Oui, j'ai une question. Isaline. Oui, c'est qui? Isaline, Ah, Isaline, bonjour. bonjour. En fait, je voulais juste savoir, t'as pas parlé des autres points du comment Trump, enfin du comment. Tu sais, les derniers points de ta liste, t'en as pas parlé. Le culte de la C'est personnalité? Oui. Si, j'en ai Enfin, parlé. non, le culte de la personnalité, c'est un La point. première convention de la manosphère aux USA? Oui, mais après, t'avais d'autres points. Non, non, non. T'en as pas d'autres points? Non, les points que j'avais dit, c'était cette diapo que tu vois là. C'était acte 27 qui nous dit que le sixième royaume n'a pas pu restreindre le septième et qu'il nous faut comprendre l'idéologie, philosophie il nous faut comprendre cette philosophie, cette idéologie, cette vision qui anime le nouveau parti républicain qui est MAGA. D'accord? Donc maintenant, les personnes dans la salle nous avaient donné, et quelques-unes sur Zoom, il me semble, nous avaient donné cette liste, la purge des centristes, la manosphère, la Cour suprême, etc. Et j'ai continué avec ma propre liste en prenant les éléments que l'ancienne Terry présente dans ses différentes présentations, allocutions dans les ministères. D'accord. Non, mais à la suite de cette liste, il n'y avait pas d'autres points? Je croyais qu'il y avait d'autres points. Tu avais affiché à un moment d'autres points. Non, 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 j'ai affiché une autre slide et je suis revenue rapidement à celle-là. Ok. Voilà, D'accord. ok. C'est bon, Isaline? C'est bon. Est-ce que quelqu'un d'autre veut faire un commentaire ou on avance? Ben, on va avancer parce que je ne sais pas combien de temps il me reste. Donc maintenant, dans la transcription, d'accord, je ne me rappelle plus à quelle page, mais ça c'était la partie de Natacha la dernière fois, j'avais posé une question, pourquoi le septième royaume fait-il une image du sixième? Du cinquième, pardon, du cinquième, et pas du sixième. On en a parlé un peu. Alors, est-ce qu'on peut enlever la slide, s'il vous plaît, à l'écran? On en a un peu parlé ce matin, mais avant qu'on relise, j'aimerais savoir ce que vous avez compris. Pourquoi le septième royaume fait-il une image du cinquième, mais pas du sixième? Qui veut répondre? La question c'est pourquoi? Pourquoi le septième royaume fait-il une image du cinquième royaume et non pas du sixième royaume? Parce que dans la transcription, c'est quelque chose qu'on a vu avec Elisa et Natacha. D'accord? On y a passé quelques temps à discuter ensemble, etc. Là, je repose la question. On en a parlé ce matin. Parce que c'est un point important. Et ce matin, Pascal a répondu. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'il a retenu? On dit qu'on a... Alors, si je vous mets la slide, je ne sais pas. Je vous mets cette slide-là. On est dans Apocalypse 12,
les versets 16 et 17. La terre vient au secours de la femme. OK? Ensuite, on liste les royaumes. On dit que les États-Unis, c'est la terre, c'est le nouveau monde, ça représente le 6e royaume. Mais quand les États-Unis deviennent 6e royaume à la suite du 5e royaume, l'Église, les 1260 années de la Rome papale, dans le 6e royaume, nous trouvons aussi le 7e royaume. Et pourquoi? Oui, Rose. Ce matin, c'est Pascal qui avait donné la réponse. Le 5e et le 7e ont le même état d'esprit au niveau des Alors, droits humains. Gérard, je prends ta réponse, mais Rosemary avait levé la main, ce que tu ne peux pas voir puisque tu es sur Zoom. Alors, 7e, fais une image de la bête du 5e. Alors, Gérard, tu me dis quoi? Il y a que le 7e, il copie les mêmes caractéristiques que celui du 5e au niveau des droits humains, liberté de conscience, etc. Alors, le 7e copie le 5e par rapport aux droits humains? Par rapport au, pardon? Liberté de conscience et tout. Tu veux dire au non-respect, Pascal te dit. Oui, voilà. Au non-respect. Oui? Donc, Oui, on est d'accord. Attends, Robert, il y a Rosemary, après c'est toi. Au non-respect des droits humains. OK. Moi, je prends. Je voulais dire que tous les royaumes, avant les États-Unis, prenaient la forme, c'était une forme différente du dragon. Et nous avons vu que le 6e royaume n'est pas le dragon parce que c'est ce 6e royaume qui protège le peuple de Dieu. Donc, le 7e royaume ne peut pas imiter le 6e royaume. Il peut imiter, puisque c'est une forme du dragon. Donc, il doit imiter les autres royaumes qui représentaient le dragon, le 5e royaume. Donc, alors, le 6e royaume n'est pas le dragon. Non. D'accord? Mais le 6e royaume protège le peuple de Dieu. Oui. Je suis d'accord, mais il manque une caractéristique prophétique. Marilène. Robert, Ah oui, Robert, excuse-moi, Robert. Je te prie de m'excuser. Robert, après Marilène. d'après les études, quand je fais, il dit que chaque royaume a dû faire une image du royaume qui le précédait. C'est-à-dire que les Mèdes et les Perses ont fait l'image de Babylone, mais Babylone avait réussi. La papauté a fait une image de De la Rome païenne. la Rome païenne. Mais le 6e royaume ayant échoué, le 7e royaume ne pouvait pas faire une image de la Rome, de ce 6e royaume. Après, quand j'écoutais dans l'actualité cette semaine, un petit extrait où on voyait Joe Biden qui parlait de son entretien avec Poutine, il a dit que la guerre en Ukraine, c'est la guerre de Biden. Donc là, je me suis dit qu'on voit bien qu'il ne peut pas régler cette guerre parce que ce n'est pas sa guerre, c'est la guerre de Biden. Donc on voit bien qu'il ne veut pas du tout imiter ce 6e royaume. Donc pour lui, c'est le 5e qui correspond plus à ceux qui... Parce que le 5e avait réussi. Pourtant, il avait dit que s'il était président, il n'aurait pas eu de guerre ou il aurait réglé la guerre en 24 Oui. heures. Hein. Il avait dit ça, mais maintenant, ce qu'il dit, que cette guerre, ce n'est pas sa guerre, c'est la guerre de Biden. Parce Donc, qu'il ça veut dire n'arrive que pas, pour lui, il n'arrive pas à trouver un consensus, je pense. Pascal? c'est ça. Non, Marilène? Oui. Ah, elle ne répond pas. Donc, Robert, Pascal te pose une question. OK. Marilène, retiens ta question, puisque c'est une question à Robert.
Alors, peut-être que je comprends mal ta réponse, Robert, mais moi, de ce que je comprends, tu dis que le 7e royaume n'imite pas le 6e royaume parce que le 6e royaume est en échec. Est-ce que C'est j'ai ce que mal nous disons. compris? Vas-y, continue. Le Non, royaume, le 6e royaume est en échec, tu as dit, Pascal. donc, est-ce que c'est... Oui. Bon. Oui, mais est-ce que c'est la raison pour laquelle le 7e royaume ne l'imite pas? En fait, moi, je prends ce qui est écrit dans les études. Hein. Dans les études, j'ai vu cette ligne écrite dans une transcription qui dit que chaque royaume imitait le royaume précédent et que le 7e n'imite pas, en fait, ne fait pas comme le 6e parce que le 6e a échoué. Mais quand je dis que le 6e a échoué, c'est ce que nous disons dans Acte 27. Hein, donc, je vois une logique. Dans ce contexte, c'est pas échoué. Il a réussi dans ce contexte. Je veux prendre les réponses avant de commenter les réponses. Mais si vous voulez commenter, mais avant, Sophie. Il y a Marilène. Ce dont je me rappelle qu'on avait dit la dernière fois, c'est que quand on se retrouve effectivement en 1798, on voit les deux royaumes qui sont présents, qui affichent deux caractères différents, un qui protège, un qui persécute. Et donc, du coup, le 7e royaume ne peut pas imiter le 6e royaume parce qu'il lutte contre le 6e royaume. Et parce que le 6e royaume travaille à la séparation de l'Église de l'État, et le 7e royaume voudrait reproduire l'image du 5e royaume, la combinaison État-Église. Dans l'image de la bête, on va dire combinaison Église-État. On n'entend pas. Attends pas. Je vous donne. C'est moi qui parle. La réponse de Marilène nous dit que le 7e royaume ne peut pas imiter le 6e parce que le 6e royaume a une séparation Église-État. D'accord? Le 6e royaume a une séparation Église-État. Donc le 7e royaume, lui, a une combinaison Église-État. Donc par conséquent, il ne peut pas imiter le 6e royaume. Sophie. Alors, j'ai pas lu les transcriptions que Robert a lues, mais c'est vrai que quand il l'a présenté comme ça, j'ai trouvé que c'était aussi original parce qu'il présente du point de vue du roi du Nord. Si on regarde la ligne des royaumes qui sont censés représenter le roi du Nord, le 6e royaume ne le représente pas et ou est un échec dans cette ligne du 1er au 5e et qui passe au 7e, raison pour laquelle le 7e ne pouvait pas faire une copie du 6e puisqu'il ne représente pas le roi du Nord. Oui, mais il ne l'a pas exprimé ainsi. Il a parlé d'échec du 6e royaume. C'est pour ça que j'ai dit c'est une autre perspective du point de vue du roi du Nord qui représente Satan. Parce que je crois qu'on a toujours dit qu'il y a une controverse, que Dieu a son Église, mais que Satan aussi a son royaume. Voilà. Ésaïe 24, je crois, nous dit, ou 29, que Satan regardait au septentrion et voulait aller jusqu'au... Donc moi, c'est ce que je comprends qu'il dit. Je n'ai pas lu la transcription qu'il cite et je ne sais pas dans quel contexte ça a été dit, mais c'est comme ça que je l'ai perçu. C'est bien ma pensée. Et la transcription, ce que ça dit. Très bien. C'est quelle transcription, Robert? C'est... Ah, je te dis ça tout à l'heure. Ok, tu nous interromps pour nous le dire ou tu le mets dans le chat et on va lire. Dans le chat. Ok, très bien. Donc nous, par rapport, si on retourne dans l'étude qu'on a faite ce matin,
Apocalypse 12, 16, 17 nous dit qu'il suit la femme et il est irrité contre la femme et il fait la guerre à sa postérité. Et lorsqu'on voit le sixième royaume ne cherche pas à la guerre aux personnes, au reste de la femme, parce qu'il a créé un État où qui respecte fondamentalement les droits humains, la liberté de conscience, la liberté de culte. Donc, par conséquent, si on reste dans la terminologie d'Apocalypse 12, le septième royaume ne peut pas faire une image du sixième. Parce que le but, si on parle d'objectif, l'objectif du sixième royaume est diamétralement opposé à l'objectif du septième royaume. Le mode de fonctionnement du septième royaume, combinaison Église-État, est totalement à l'opposé du mode de fonctionnement du sixième royaume, qui est une république démocratique, la laïcité, la séparation Église-État. Marilène, tu voulais dire? Je voulais juste te dire qu'il n'y a pas de domination de l'un sur l'autre. Voilà, et c'est Voilà. ça confirme ta réponse, aucune de domination, ça confirme ce qu'on a lu dans l'esprit de prophétie, un nouveau monde où chacun est libre, à sa liberté de conscience. D'accord? Est-ce que ça répond pour vous? Donc, je vais vous lire mon commentaire. Le septième royaume, c'est donc le dragon. Pourquoi je dis c'est le dragon? Rappelez-vous, on prend le tableau, on remonte à ce qu'on a vu ce matin par rapport à l'identité du royaume. On est parti donc du texte biblique pour aller directement dans Témoignages pour les pasteurs, la page 38.2, où Ellen White nous dit que le dragon, c'est les rois, les dirigeants, les gouverneurs. Ça signifie des autorités civiles, ça signifie des États. Ensuite, pour corroborer cette définition, on a été dans la tragédie des siècles, 475, 2 et 3, qui nous disent que le dragon, dans un sens premier, c'est Satan, mais dans un sens secondaire, c'est la Rome païenne, et son but, c'est de persécuter Jésus et l'Église. Donc, en partant de cette définition, on comprend que le sixième royaume n'est pas dans cette optique. Le septième royaume est le dragon parce que c'est un État, d'accord, un État qui veut utiliser son armée, si il faut dans le contexte de Daniel, pour pouvoir persécuter, ok? Pour pouvoir persécuter, ce dragon, il est conduit par une idéologie, une vision, une idéologie, une vision, ok? Ou une religion. Si on va dans la Rome païenne et la Rome papale, et même dans Babylone, etc., on avait une religion d'État, d'accord? Donc, pour nous, aujourd'hui, en application, le septième royaume a sa religion d'État. Et sa religion d'État, c'est quoi? C'est tout ce qu'on a vu dans l'article d'Ed Price, qu'on a vu ensemble. C'est donc, il fallait purger tous les centristes pour que le parti parle d'une seule voix, marche d'un seul pas, d'accord? Il faut éradiquer cette invasion des immigrés ou des immigrants, je ne sais plus, ou des migrants. Il faut donc reconquérir le parti politique pour mettre en place la vision. Il faut être une nation puissante. Il faut supprimer le yokisme, les droits, toute cette partie égalitaire, on va dire, sur les trois mouvements. Et il faut maintenir ce culte de la personnalité, d'accord? Et sans oublier la manosphère. Donc le septième royaume, lui, avec cette vision, il est conduit par cette vision d'État, et il va mettre en place
cette vision, ce programme, d'accord, par tous les moyens qu'on a dit. Donc, par conséquent, si on retourne dans Acte 27, s'il faut rester biblique, si on retourne dans Acte 27 et la signification du bateau d'Adramite ou d'Alexandrie, et on reprend cette ligne, on sait que à partir de la loi du dimanche, le sixième royaume fait naufrage, et la loi du dimanche pour nous, c'est le 18 juillet 2024. Mais on voit que par rapport à ce qu'on a dit là, que depuis 10 ans, depuis 2014, la première LD, ces actions sont de plus en plus visibles. Mais n'oubliez pas qu'on le place également au temps de la fin. 89 dans notre dispensation, ou bien 1700, le slide, s'il vous plaît, le slide, ou bien 1798 au commencement du sixième royaume. Mais plus on avance dans le temps, plus les actions du septième royaume sont visibles. Et d'autant plus visibles que quand la loi du dimanche numéro 4, 18 juillet 2024, est promulguée, est passée. Là, on le voit de plus en plus. Il ne se passe pas un jour où on ne voit pas ces actions. Maintenant, il me reste 5 minutes et je voudrais juste prendre... Vas-y. Une question ou commentaire, je ne sais pas comment l'exprimer, mais du coup, autant on voit depuis le temps de la fin, en 1798, les deux royaumes qui sont là en parallèle. On voit que le sixième royaume n'a pas réussi réellement à éradiquer le septième royaume, même si le sixième royaume dominait à ce moment-là. Mais du coup, là, quand on arrive à la loi du dimanche, le sixième royaume, il s'éteint. Et le septième royaume existe tout seul. Mais il est progressif, dans le sens où, comme d'habitude, hein, la balise... Donc, si on prend LD, comme tu dis, 18, et merci de ta... c'est très bien de... C'est très bien de le souligner, qu'on le voit bien. Le sixième royaume, lui, c'est sa fin, comme tu dis. Mais le septième royaume, lui, eh ben, il continue à progresser. Dans le pays glorieux, parce qu'on est dans la loi du dimanche national. Donc, tout ce qu'on est en train de dire là, il y a des actions qui concernent des actes, acte 1, 2, 3, 4, qui concernent le pays glorieux, mais en même temps, on est aussi dans le début de la période de l'agitation de la LD du monde, qui sera la FTG. Donc, on voit aussi les actions, acte 1, 2, 3, 4, notamment les droits tarifaires. Donc, il y a deux axes. Ils travaillent sur deux fronts. En interne, donc expulsion des étrangers, la loi de sédition des étrangers, etc. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? L'abrogation de certains droits, etc. Ça, c'est la conquête du pays glorieux en interne, mais en même temps, il agit aussi sur le monde parce qu'il veut dominer suprêmement, on l'a vu dans l'article d'Ed Price, être la nation la plus puissante, non seulement aux États-Unis, mais puissante qui ait jamais existé dans le monde entier. Donc, dans cette simple phrase, on voit ces deux actions, en interne et en externe. Tu voulais rajouter? Je voulais juste rajouter, alors que jusque-là, les États-Unis montrent un caractère plutôt isolationniste, on voit qu'ils combinent aussi l'expansionnisme, si je peux le dire comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne sais pas si c'est pas ambivalent, ambigu, mais on voit qu'ils travaillent sur les deux, comme tu dis, les deux axes, interne et externe. Alors, parce que la loi du dimanche mondial, c'est vraiment, il répand son idéologie dans le monde. Il répand quelque chose qui va être repris aussi par le monde qui va le suivre. Donc, c'est ce qu'il souhaite.
En ce moment, et c'est ce qu'on voit quand il avait été à la réunion de l'OTAN et de Munich, d'accord? Donc, propager, répandre son idéologie de la démocratie, qui est bien contraire à la définition de la démocratie comme l'entendent les différents pays du monde. Mais sur un plan politique interne, les États-Unis sont isolationnistes ou unilatéralisme. Alors, dernier point parce que je dois conclure. Natacha? Mais je rejoins aussi ce que dit Marilène, parce que quelque part, au début, il avait fait sa campagne sur le fait qu'il s'occuperait des États-Unis d'abord. Mais quand on voit dans les faits, les taxes de douane ou même l'attitude qu'il a vis-à-vis de l'Iran, tout le monde s'est posé la question pourquoi il va s'occuper de l'Iran et mener une guerre sur l'Iran, alors que derrière, il avait dit qu'il s'occuperait des Américains. Mais on voit que quelque part, sa domination, il la combine, il la fait en même temps. À la fois, il s'occupe de l'interne, mais de l'externe, son action est aussi en train de s'étendre. On n'entend pas. On n'entend pas. On n'entend pas. Donc, on a un problème de micro. Donc, le dernier point, pourquoi il fait une image du cinquième? N'oublions pas le but qu'il y a derrière toute cette idéologie. J'oublie comment ça s'appelle, j'ai oublié de chercher à la pause. Mais c'est Steve Bannon qui veut démanteler l'existant, en fin de compte. J'ai plus de micro là. Hein. Qui veut démanteler l'existant pour recréer une nouvelle société. Donc, il ne faut pas qu'on oublie ce point-là. J'oublie comment ça s'appelle. Mais le but, c'est ça. On peut se demander, mais pourquoi il s'attaque aux États-Unis? Il démantèle les États-Unis comme ça. Mais le but, c'est de reconstruire une nouvelle société avec leurs propres valeurs. Un nouvel État. Donc, du coup, le 7e royaume ne peut pas faire une copie du 6e parce que le but et le fonctionnement sont opposés et que le 7e fait une copie du 5e qui a fait lui-même une copie du 4e, du 3e et ainsi de suite. Donc là, nous avons fini notre résumé. Là, dans la deuxième heure, là, c'était juste un résumé de tout ce que Sophie, Natacha et Elisa ont fait. D'accord ? Donc, vous souriez, mais pour moi, c'était important de refaire. Et parce que pour moi, c'était important de refaire. Ça me permettait aussi de bien ancrer les choses dans mon esprit. Et j'espère que ça vous a aidé, ce résumé de 3 heures. Nous allons, dans la deuxième, répondre à la question que Curtis a posée à l'ancienne Terry, qui est donc « La bête qui était n'est plus et sera ». Et là, nous sommes dans Apocalypse 17, le verset 8. Prions. Seigneur Dieu, merci. Nous voyons que ta parole est inépuisable et est très intéressante. Même si parfois c'est très compliqué aussi, les jeux politiques, la prophétie est compliquée, mais tu nous l'avais déjà exprimé lors des Vêpres en 2022 par l'ancienne Thèse. Et là, nous voyons vraiment le jeu compliqué des nations, mais nous voulons croire que tu ne nous donnes pas un message qui soit impossible pour nous à comprendre. En tout cas, l'actualité nous parle et nous te remercions et de pouvoir faire ces connexions avec l'actualité et aussi la prophétie. Mais que nous ne puissions pas oublier qu'il y a des personnes qui souffrent derrière et que tu es en train de faire une œuvre qui amènera à ton retour. Que nous puissions ne pas perdre de vue notre préparation, bien que nous devrions déjà être prêts, mais ne pas perdre de vue notre objectif final, que tu reviens bientôt
afin que nous ne puissions pas nous laisser aller et vagabonder dans des choses qui nous distrairont et nous éloigneraient de toi. Au nom de Jésus, amen.